camarades, merci beaucoup d'être là aujourd'hui et ici à ce congrès à Marseille. Nous sommes socialistes donc féministes et internationalistes. La démocratie, vous le savez, est en recul. Elle était devenue le modèle dominant dans le monde après la guerre froide. C'était la promesse d'avancer pour les droits humains, d'avancer aussi pour une prospérité mondiale partagée. Et aujourd'hui, elle est en recul partout dans le monde, y compris ici en Europe. Ce sombre constat, chers camarades, ne vaut pas que pour des États jeunes ou fragiles, mais aussi pour des États où la démocratie était établie de longue date, comme en Inde ou aux États-Unis. Lorsque la démocratie recule, chers camarades, face aux autoritarismes, au populisme, au libéralisme dérégulé, la paupérisation gagne les peuples et une partie de plus en plus large de notre société. Lorsque la démocratie recule, les inégalités se creusent et vous avez tous entendu les chiffres affligeants du dernier rapport Oxfam sur les inégalités. On sait que depuis 2021, 1% de la population la plus riche au monde a capté 63% des richesses mondiales produites. Alors, lorsque la démocratie recule, eh bien, le nationalisme, parfois imprégné de passions religieuses, tisse sa toile, et les droits des femmes reculent. Privées de leur liberté, prisonnières d'un avenir imposé, condamnées à l'oppression patriarcale, la plupart des femmes, en fait, dans le monde, n'ont pas le droit de contrôler leur propre corps, de décider de quand est-ce qu'elles ont des enfants, de leur manière de s'habiller, ou du moment où elles auront droit donc, à travailler. Le 24 juin 2022, la Cour suprême des États-Unis a révoqué l'arrêt qui garantissait depuis près de 50 ans l'accès à l'IVG aux États-Unis. Et en Pologne et en Hongrie, chers camarades, nos sœurs nous racontent les difficultés à la fois pour accéder à l'IVG et également les reculs des droits LGBT. En France, les débats qui vont s'ouvrir sur la constitutionnalisation de l'IVG vont aussi ouvrir un espace médiatique, il faut nous y préparer, à tous les adversaires de l'IVG. Ces faits, chers camarades, peuvent nourrir le désespoir chez certains ou un sentiment d'impuissance. Mais pour nous, socialistes, ils provoquent l'indignation, réveillent nos instincts de résistance, nos combattants, nos combattantes se réveillent aussi et nous invitent à la solidarité internationale par-delà les frontières avec nos sœurs dans tous ces pays qui sont confrontés au manque de liberté. Nous avons l'honneur donc d'accueillir aujourd'hui certaines de ces combattantes et certains de ces combattants, et nous en sommes très fiers. Ces combattants de l'ombre aussi, qui se battent au risque de leur vie, rappelons-le, pour la liberté, pour les droits humains, et en particulier pour les droits des femmes, et le droit de chacune et chacun à vivre dans la dignité. J'ai une petite pensée aussi pour nos militants socialistes français à l'étranger, qui se battent aussi pour leur liberté, dans des pays où la démocratie est en recul. Nous accueillons donc en premier dans cette table ronde Ayla Navidi, qui est autrice, metteuse en scène. Ayla, dans ta pièce qui est jouée encore pour quelques jours au Théâtre de Belleville à Paris, on en profite pour prévenir les Parisiens qui voudraient se mobiliser. Tu racontes l'exil de tes parents, réfugiés politiques dans les années 80 en France, et la résistance en Iran. Nous savons qu'elle s'est réveillée à nouveau autour des slogans de femmes, vie, liberté, au cœur de l'insurrection en cours. Alors comment pouvons-nous, nous, être solidaires aussi et soutenir? Je te laisse la parole, Ayla. Merci beaucoup d'être là et merci pour tes combats. Mesdames et messieurs, chers membres et adhérents du Parti socialiste, c'est avec une grande émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui. Vous, militants, élus socialistes, défenseurs des valeurs d'une République laïque et humaniste. Avant de m'exprimer sur l'Iran, je voudrais vous dire en quelques mots qui je suis. Je suis fille de réfugiés politiques iraniens. Mon père était membre d'un parti de gauche et a été emprisonné et torturé durant 5 ans durant la dictature du Shah. Suite à la révolution et l'arrivée du régime islamique, mes parents ont dû quitter l'Iran, traverser le Kurdistan
la guerre Irak-Iran, et sont venus s'exiler en France. Depuis ce jour, ils n'ont jamais cessé de militer. Militer pour la liberté, militer encore et toujours pour que l'Iran devienne un pays libre. Si je vous raconte cela, c'est pour rappeler ici que l'Iran vit depuis 44 ans sous une dictature théocratique et sanguinaire. Et la révolution qui est en cours n'en est que la réponse. Car oui, ce qu'il se passe depuis le 16 septembre 2022 date de la mort de Mahsa Jina Amini, battue par la police des mœurs pour une mèche de cheveux qui dépassait de son voile, est une révolution. Nous assistons depuis 4 mois à une révolution féministe, soutenue par les hommes. Une révolution d'une modernité absolue, guidée par les femmes et soulevant avec elles tout un peuple. Les minorités ethniques, politiques, religieuses, sexuelles, de genre, mais aussi les jeunes, les ouvriers, les paysans, les commerçants, les chanteurs, les comédiens, les écrivains, les avocats, les médecins. Toutes celles et ceux qui souhaitent simplement vivre. Malgré les assassinats, les tortures, les viols, les pendaisons, ce peuple reste uni et continue de résister. Il nous demande de relayer leurs voix. Ces voix que le régime islamique tente d'étouffer par tous les moyens. Mesdames et messieurs, entendons leurs cris et écoutons leur rage. Les Iraniens et Iraniennes sont pris en otage par un régime terroriste et leur seule arme face à ces barbares, c'est le slogan « Femme, vie, liberté ». La réponse du régime islamique est une répression sanglante qui s'accentue chaque jour. 20 000 manifestants arrêtés, dont une proportion importante de journalistes, d'avocats et d'intellectuels. Plus de 500 manifestants tués, dont au moins 70 enfants. 60 condamnations à mort et les exécutions viennent de débuter. Le 8 et le 12 décembre 2022, Mohsen Shekhari et Majid Reza Ravorand, 23 ans, ont été pendus. L'un a un reverbère, l'autre a une grue, au motif d'une guerre contre Dieu et de corruption sur terre. S'en sont suivis les pendaisons de Mohammad Mehdi Karami, 22 ans, et Seyed Hosseini, 39 ans. Derrière tous ces chiffres, il y a des êtres humains. En guise de témoignage, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de certains d'entre eux. Toumaj Solehi, 32 ans. Toumaj est un rappeur qui a toujours dénoncé à travers ses textes de rap l'horreur de la République islamique et l'oppression. Il est descendu dans la rue dès le premier jour, a organisé manifestations et rassemblements, a publié de nombreuses vidéos pour donner force et courage à cette magnifique jeunesse iranienne. Il savait qu'il finirait par être arrêté. Mais il a toujours estimé qu'il faisait partie du peuple et qu'il était prêt à sacrifier sa vie pour la liberté. Le 30 octobre 2022, Toumaj a été arrêté. Il a été emprisonné. Depuis, il subit les pires tortures et risque la peine de mort. Les os de son corps ont été brisés. Il est en train de perdre la vue en raison de tortures subies. Et cela fait 90 jours qu'il est à l'isolement. Nous pouvons le sauver. Et l'Iran de demain a besoin de lui. Je voudrais vous parler de la famille Afghari. C'est Navid Afghari, héros national, lutteur professionnel, qui a été pendu le 12 septembre 2020 après un simulacre de procès. Ce sont Vahid et Habib Afghari, ses 2 frères, qui ont été emprisonnés, torturés, puis condamnés respectivement à 54 et 27 ans de prison. C'est également Elham Afghari, leur sœur, arrêtée elle aussi le 10 novembre 2022 sans aucune raison valable, incarcérée dans un centre des renseignements intérieurs avec sa fille de 3 ans. Et enfin, la famille Afghari, c'est Baya Nomjou, leur mère, qui depuis hurle et frappe à la porte de la prison pour réclamer la libération de ses enfants et de sa petite fille. Une mère
à qui la République islamique a pris injustement tous ses enfants et qui montrent un courage édifiant en allant les confronter. Enfin, je voudrais vous parler d'Armita Abbasi, 22 ans. Armita est blogueuse et elle a soif de liberté. Armita, comme beaucoup d'autres femmes, a été kidnappée par les agents de la République islamique. Ses parents sont restés sans nouvelles d'elle jusqu'à un appel de l'hôpital, leur disant qu'Armita venait d'y être admise. Avant leur arrivée, elle fut à nouveau kidnappée et emprisonnée. Elle risque désormais la peine de mort pour inimitié envers Dieu. Armita a entamé une grève de la faim à l'approche de son procès. Les médecins ont dit à la famille qu'elle avait été admise dans un état critique, avec des hémorragies internes, vaginales et anales en raison de viols répétés, qu'elle présentait des traces de torture, que sa tête avait été rasée, qu'elle tremblait et pleurait. Voilà ce que subissent des milliers d'hommes et de femmes dans les prisons du régime islamique. Ils et elles sont parfois violés jusqu'à la mort. Le Parti socialiste a été dès le début de la révolution à côté du peuple iranien. Vous avez participé à nos manifestations, signé nos tribunes, parrainé des condamnés à mort et adopté une résolution avec des demandes fortes le 4 octobre 2022. Votre engagement à nos côtés est précieux et fait avancer le combat. Mais face à cet ennemi et leur barbarie, plus que jamais, le peuple iranien a besoin de vous pour faire pression sur le gouvernement français, sur l'Union européenne et les instituts internationaux. Il faut mettre un terme à ces massacres, prendre des mesures concrètes et ciblées pour frapper le cœur du dispositif paramilitaire et économique qui se trouve en première ligne et organise la répression. C'est pourquoi le collectif Azadi for Iran, dont je fais partie, demande l'inscription de l'organisation du corps des gardiens de la révolution islamique ainsi que toutes les entités des personnes physiques liées directement à cette organisation sur la liste des entités terroristes. Nous demandons l'extension des mesures restrictives à l'encontre des instruments économiques permettant la répression. Les fondations dites boniodes, placées sous la tutelle directe du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Ces fondations, pour la plupart étroitement liées au corps des gardiens de la Révolution, contrôlent des pans entiers de l'économie dans quasiment tous les secteurs d'activité. Ces entités valent aujourd'hui des milliards de dollars et financent tant la répression interne que le terrorisme international. Et enfin, le rappel des ambassadeurs de France et des autres États européens en Iran et le renvoi des ambassadeurs de la République islamique. Mesdames, Messieurs, soutenir cette révolution est un combat pour les droits de l'homme, mais c'est surtout un combat pour l'humanité. Avant de vous quitter, j'aimerais vous partager les dernières paroles de Majid Jezor Rahnavard. Majid Jezor Rahnavard n'a pas eu l'autorisation de voir sa famille une dernière fois. Alors, à la télévision d'État, ils ont partagé le message qu'il a adressé à sa famille avant son exécution. Il a dit « Ne priez pas, ne pleurez pas, écoutez de la musique et diffusez de la joie. » Merci. از گلوی تو
Vie, liberté. Femme, vie, liberté. Chers camarades, évidemment, dans la continuité de l'intervention que nous venons de partager, je voudrais te remercier, Aïla, d'ailleurs, de tes mots et de la force de tes propos. Je voudrais remercier Cécilia et Jean-Marc pour nous donner l'occasion de partager avec nos camarades engagés au niveau international un certain nombre de valeurs. Et au-delà des valeurs, et c'est de cela dont je veux vous parler, de quelle manière nous pouvons, nous, à notre place, socialistes, internationalistes, être utiles dans les combats que nous menons dans nos territoires, dans nos villes, dans nos pays respectifs, et notamment pour défendre des principes qui sont ceux qui guident notre engagement depuis plus de 100 ans ici en France et à travers le monde, à travers l'engagement démocratique, les valeurs de protection, de solidarité, et finalement comment est-ce qu'on garantit aussi l'ensemble de ces droits et de ces principes démocratiques à travers notamment la mobilisation de nos forces diplomatiques, militaires, et puis toute l'intelligence collective que l'on mobilise à chaque fois pour chercher par tous les moyens la voie du dialogue plutôt que de la confrontation et de l'affrontement. Et c'est aussi pour cela que nous avons en tête de proposer à d'autres intervenants de pouvoir nous partager leur expérience. Finalement, ce qu'il faudrait pouvoir se dire aussi dans le cadre de ce 80e congrès, c'est de quelle manière nous ne gâchions pas des vies, comme nous en avons eu parfois le sentiment, que nous soyons capables de préserver l'humain d'abord, avec cette capacité qu'on aurait ensuite à préserver finalement la paix, la solidarité et la sécurité. Et c'est de cela dont je voulais vous parler à l'instant. Moi, j'ai une pensée pour celles et ceux qui ont sacrifié leur vie, évidemment en Iran, ceux qui la sacrifient au quotidien dans leur lutte, mais aussi les femmes et les hommes de nos forces armées qui sont morts au Sahel en défendant les principes de notre démocratie, mais aussi la lutte que nous engageons depuis tant d'années avec nos partenaires contre l'islamisme et la terreur qui règnent dans ces territoires. Être capable de rendre hommage aux 59 soldats morts au Sahel, c'est aussi avoir une pensée pour celles et ceux qui au quotidien subissent l'agression russe en Ukraine. Ces femmes et ces hommes qui luttent pour aujourd'hui la liberté, la vie, la solidarité, la fraternité, la sororité, notamment à nos camarades kurdes qui se battent non seulement en Turquie, non seulement en Iran, non seulement en Syrie, mais aussi dans l'ensemble de nos territoires et qui ont payé de leur vie encore récemment en France cette espèce de logique de confrontation, de mort qui peut aujourd'hui finalement être une forme d'agenda politique. Et c'est de cela dont je voulais aussi vous parler en vous disant que nous avons une responsabilité pour appeler un chat un chat. Quand nous savons par exemple qu'en Russie, le pouvoir de Vladimir Poutine aujourd'hui est d'inspiration, disons-le, fasciste, il partage un agenda commun avec les leaders théocratiques iraniens. Il partage un agenda commun, le président iranien Raisi partage un agenda commun avec Vladimir Poutine, avec le leader Bachar el-Assad, avec Erdogan en Turquie. Et il faut être capable aujourd'hui de donner de la perspective, et c'est là-dessus que je veux conclure, de la perspective, car ces combats, ces luttes, cette lutte pour la vie, pour la survie de nos principes et de notre propre existence, eh bien, il faut savoir les traduire dans les actes politiques et dire que nous sommes aux côtés non seulement de ces femmes et de ces hommes qui luttent, mais être capable aussi de dire que nous avons des exigences par rapport au poids que doit jouer le respect du droit international dans notre engagement, le respect de la justice internationale, que la justice passe pour condamner, juger et condamner celles et ceux qui commettent de tels crimes, tels qu'on les a entendus là actuellement en Iran ou dans d'autres territoires, comme je citais l'Ukraine. Et enfin, moi je ne peux pas ne pas avoir une pensée pour celles et ceux
qui, notamment dans nos rangs ici en France, à l'Assemblée nationale, ont dénoncé le génocide ouïghour, être capables de dénoncer aussi les logiques qui veulent qu'on oppose nos concitoyens entre eux, qu'on extermine des populations au nom de principes que nous ne pouvons pas accepter. Le racisme, l'antisémitisme, la haine des musulmans ou des minorités religieuses, le sexisme, l'homophobie n'ont pas leur place et nous devons savoir nous organiser pour faire entendre la voix du dialogue, de la démocratie et de la paix et de la sécurité. Je te passe la parole, mon cher camarade Harout Mardi-Rochian, pour nous apporter ton témoignage de la bataille que vous menez actuellement contre l'agression azérie en Arménie. Chers camarades, permettez-moi d'abord de vous adresser notre soutien fraternel à ce 80e congrès du Parti socialiste français au nom de la Fédération révolutionnaire arménienne Tashnaksutyun, ce vieux parti socialiste arménien créé en 1890. Je l'exprime au nom aussi de nos 20 élus d'opposition au sein du Parlement arménien, de nos élus au Parlement d'Artsakh, de nos élus au Parlement libanais, au nom des 32 structures militantes à travers la diaspora arménienne et à travers le monde, qui se sont constituées après le génocide de 1915, dont ici en France, ici à Marseille, où sont arrivés une partie des survivants du génocide sur les quais de la Joliette, dans le camp Odo. Où dès 1925, le Tashnaksutyun avait reconstitué une section pour perpétuer l'idéal d'un État arménien libre, indépendant, socialiste, qui lui avait été volé par l'action conjointe des bolcheviks de Staline, d'une part, et de la Turquie de Kemal Atatürk, d'autre part. Des remerciements fraternels pour nous donner aussi l'occasion de prendre la parole devant vous. Et je voudrais ici remercier Jean-Marc Germain pour les efforts qu'il a faits. Car l'heure est de nouveau grave pour le peuple arménien, qui est menacé dans son existence même. À l'heure où je vous parle, 120 000 Arméniens du Karabakh sont depuis 47 jours soumis par l'Azerbaïdjan à un blocus qui les prive d'un approvisionnement en nourriture, en soins, en électricité, en gaz. L'unique, je dis bien l'unique route qui relie l'Arménie au Karabakh, celle qui porte le nom de la route de la vie, est bloquée par l'Azerbaïdjan. Les magasins sont vides, les familles ne font plus qu'un seul repas par jour, se serrant autour d'un poêle à bois pour avoir un peu chaud, sous des couvertures, car le gaz et l'électricité sont coupés. 6 à 8 heures par jour, par des températures de moins 10 degrés. Les malades meurent dans les hôpitaux, faute de soins adéquats. Les écoles et les universités sont fermées, faute de chauffage, privant 30 000 enfants et adolescents d'Artsakh du droit le plus élémentaire, le droit à l'éducation. Rien ne semble détourner le dictateur de Bakou, Ilham Aliyev, de son objectif, éradiquer les chiens d'Arméniens, comme il le répète à longueur de déclarations à la télévision azerbaïdjanaise, promettant aux habitants du Karabakh la valise ou le cercueil, dans ce qui ressemble de plus en plus à un nouveau ghetto de Varsovie. Or, malgré cette situation dramatique, les 120 000 Arméniens du Karabakh n'aspirent qu'à une chose, vivre sur ce territoire où les premières traces des Arméniens remontent à l'Empire romain. Le Karabakh, qui faisait partie de l'Arménie indépendante, qui s'est formée entre 1918 et 1920 sous l'impulsion et la direction du Tashnaksutyun. Karabakh qui a été donné par Staline en 1921 à l'Azerbaïdjan sous la forme d'une république autonome, qui a connu pendant 70 ans les brimades, l'interdiction d'utiliser sa langue, qui a vu une partie de son patrimoine culturel détruit. Le Karabakh, qui dans un sursaut démocratique s'est proclamé indépendante de l'URSS le 2 septembre 1991, à l'issue d'un référendum d'autodétermination, et dont le premier président élu fut un socialiste, un universitaire de 32 ans, un membre de la FRA Tashnaksutyun, Arthur Mugurdichian. Le Karabakh qui a subi des pogroms et vu sa population bombardée, avant que les forces militaires arméniennes établissent un cordon de sécurité aboutissant à un cessez-le-feu de 1994. Le Karabakh qui a résisté pendant 30 ans sous les assauts réguliers de l'Azerbaïdjan, aidé par la Turquie. Le Karabakh, c'est enfin un territoire qui subit de nouveau une guerre d'extermination durant 44 jours à l'automne 2020. Entre le 27 septembre et le 9 novembre 2020, les Arméniens ont subi l'horreur. L'horreur de la guerre. Une guerre préparée de longue date par l'Azerbaïdjan et la Turquie. Une guerre qui a été imposée aux Arméniens par les forces du panturquisme, avec la participation active de plusieurs milliers de mercenaires djihadistes qui se battaient contre la coalition internationale en Syrie.
Une guerre sale, par l'usage massif de drones assassins, de bombes au phosphore blanc, d'armes à sous-munitions, toutes prohibées par les conventions internationales, mais qui constituent l'arsenal criminel de l'Azerbaïdjan. 4000 soldats arméniens sont morts, des gosses de 18 à 20 ans, appelés sous les drapeaux pour la plupart. Toute une génération. Plus de 10 000 ont été blessés et sont aujourd'hui handicapés à vie. 50 000 Arméniens d'Artsakh ont été déplacés vers l'Arménie et n'ont plus aucune maison où aller, puisque désormais, l'Azerbaïdjan occupe 75% du territoire de la République d'Artsakh. Il n'y a pas une seule famille arménienne qui n'a pas une victime de la guerre des 44 jours dans ses rangs. Et aujourd'hui, l'Azerbaïdjan veut finir le travail en forçant les Arméniens du Karabakh à partir. Mais il n'entend pas s'arrêter là. Aliyev l'a annoncé, Erdogan l'a approuvé, il veut aussi prendre l'Arménie pour établir une continuité territoriale entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Le vieux rêve pan-turc de 1915, qui avait déjà causé la mort de 1 500 000 Arméniens, de 300 000 Grecs et Assyro-Chaldéens, dans ce qui a constitué le premier génocide du XXe siècle. Ce ne sont pas seulement les 120 000 Arméniens du Karabakh qui sont menacés dans leurs existences, mais les 3 millions d'Arméniens dans ce qui pourrait constituer un nouveau génocide. D'ailleurs, les 13 et 14 septembre dernier, un premier test a été effectué et les troupes azerbaïdjanaises ont envahi 130 km² du territoire souverain de l'Arménie, causant près de 200 morts en moins de 36 heures. 200 morts, parmi lesquels une dizaine de femmes, qui ont subi un sort particulier, violées, démembrées, décapitées, l'index qui leur servait à tirer, placé dans une mise en scène obscène dans leur bouche. J'ai ici une pensée particulière pour Anouch Apetian, dont les images du supplice ont été mises en ligne sur les réseaux sociaux et envoyées à sa famille par les soldats azerbaïdjanais, parce que c'est aussi cela, la guerre que mène l'Azerbaïdjan contre le peuple arménien. Aliyev et Erdogan peuvent poursuivre leurs crimes contre l'humanité, d'autant plus qu'ils se sentent forts et impunis. Ils se sentent forts par ceux qui se préoccupent aujourd'hui du sort des Arméniens. Les Russes, chargés de garantir la sécurité dans la région, est embourbée dans la guerre en Ukraine. Elle utilise l'Azerbaïdjan pour contourner, par ses ventes de pétrole à l'Europe, l'embargo et à l'Occident, en lui revendant à l'Azerbaïdjan l'énergie fossile que cette dernière est incapable de produire. L'Europe le sait, l'Europe se tait. L'Europe, et plus particulièrement la présidente de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen, elle a passé un accord gazier avec Ilham Aliyev pour remplacer le gaz de la dictature russe par le gaz de la dictature azerbaïdjanaise. Mme von der Leyen qui qualifie l'Azerbaïdjan de partenaire fiable. Un partenaire fiable qui annonce les résultats des élections présidentielles et la victoire d'Ilham Aliyev 24 heures à l'avance, au centième près. Un partenaire considéré comme un prédateur de la presse par Reporters sans frontières. Un partenaire qui a supprimé toute forme d'opposition, comme le dénonce Amnesty International. Un partenaire et un clan Aliyev, surnommé les Corléones de la Caspienne, qui a détourné à son profit des milliards de dollars, comme l'ont démontré les enquêtes des Panama Papers. Un partenaire qui va jusqu'à organiser sur le territoire de la République française, dans notre chère ville de Nantes, des tentatives d'assassinat de ses opposants. Voilà donc le genre de partenaire que veut l'Union européenne. N'attendons rien non plus de la Turquie d'Erdogan. Erdogan bénéficie de la même impunité que son frère Aliyev. 10 ans après, parce que le secret défense n'est pas levé, les commanditaires identifiés de l'assassinat des 3 dirigeantes kurdes à Paris ne sont toujours pas recherchés. Et je veux saluer ici la délégation kurde présente à ce congrès. On ne peut d'ailleurs pas exclure que le même schéma pour les meurtres de la rue d'Enghien se soit déroulé. On peut aussi, dans la Turquie d'Erdogan, assassiner le journaliste arménien Hrant Dink sans rechercher depuis 16 ans les vrais commanditaires. On peut menacer physiquement la communauté arménienne de France ou des États-Unis à l'aide de mouvements appelés les loups gris. On peut condamner à l'exil définitif la sociologue Pinar Selek. On peut condamner à perpétuité pour rien Osman Kavala. On peut mettre en prison ou demander de mettre en prison son principal rival politique, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, à 3 mois d'élections présidentielles et législatives décisives. On peut avoir soutenu les djihadistes de Daesh contre les Kurdes, alors que les Kurdes étaient les seuls à se battre sur le terrain contre Daesh. On peut vouloir interdire le HDP, le parti pro-kurde,
pour qu'il ne se présente pas aux élections. On peut menacer directement la Grèce, Chypre, l'Arménie, la Syrie, la Libye, sans subir la moindre sanction de l'Europe. Tout cela glisse sur Erdogan, qui se sent fort et impuni, au point d'avoir le culot de vouloir obtenir le prix Nobel de la paix pour son rôle de médiateur entre la Russie et l'Ukraine. Trop, c'est trop. N'en jetez plus. Voilà le monde que nous ne pouvons pas accepter. Voilà le courage dont doit faire preuve la France en mettant fin à l'impunité du tandem Aliyev et Erdogan, en exigeant des sanctions contre Aliyev et Erdogan. Car seule la France, dans toutes les composantes de sa société et de son opinion, marque un attachement à l'Arménie et à l'Artsakh. L'Arménie et l'Artsakh, qui par leur nature démocratique, par leur attachement aux valeurs qui sont les nôtres ici, se positionnent comme les petites sœurs de la France. La France est plus directement le camp des socialistes qui se sont toujours et historiquement placés aux côtés des Arméniens dans une tradition arménophile qui trouve, mes camarades, ses origines dans le combat engagé à la fin du XIXe siècle par la FRA Tachnak-Southioun, aux côtés de Jean Jaurès, Anatole France, Francis de Pressensé, Pierre Quillard, Georges Clémenceau, au sein du mouvement pro-Arménia, qui perdurera dans le combat en faveur du capitaine Dreyfus et qui sera la base de la création par les mêmes de la Ligue des droits de l'homme. Un combat qui se poursuit au début du XXe siècle, quand déjà en 1907 et 1910, Michael Varandian, ici enterré à Marseille, et Nigol Douman, tous les deux originaires du Karabakh, prenaient la parole devant le congrès de la Deuxième Internationale Socialiste à Paris pour attirer l'attention des socialistes sur le sort des Arméniens, menacés déjà par l'expansionnisme ottoman. Un combat qui se forge pour le Tachnak-Southioun dans la lutte pour la survie de l'Arménie indépendante de 1918, bâtie sur le traité de Sèvres et l'arbitrage du président Wilson au sortir de la Première Guerre mondiale et du génocide des Arméniens. Une Arménie indépendante qui comprend sur 1 million d'habitants près de 500 000 survivants du génocide, dont près de 200 000 orphelins. Un État démocratique, un foyer national pour les Arméniens, sous la houlette et par la volonté des pères fondateurs du Tachnak-Southioun, Aram Manoukian, Avedi Saharonian, Alexandre Khatissian. Un État progressiste, socialiste, qui s'inspire des idées de Jaurès. Un État qui donne dès 1918 le droit de vote et l'égalité en droit et en salaire aux femmes, qui élit des députés femmes dès la première élection de 1919. Un État qui abolit le travail des enfants et qui, avec Nigol Arbalian, instaure l'obligation de scolarité gratuite jusqu'à 18 ans pour les garçons et pour les filles. Un État qui est balayé en 1920 par la conjonction de l'armée rouge et de l'armée turque, obligeant une nouvelle fois à l'exil les militants du Tachnak-Southioun et à 70 ans de soviétisme avant la nouvelle indépendance de 1991 et la chute de l'URSS. Un État et le Tachnak-Southioun qui organiseront, et je le dis fièrement à cette tribune, la traque et l'assassinat des auteurs du génocide des Arméniens dans l'opération Némésis, dont Soromon Telirian, qui exécuta à Berlin Talat, l'ordonnateur du génocide des Arméniens, et qui fut pourtant acquitté par la justice de la République de Weimar, parce que justement, il avait rendu justice à l'humanité et au peuple arménien. Soromon Telirian, qui dispose ici à Marseille d'une place qui lui est dédiée, tout un symbole. Une histoire commune entre le Tachnak-Southioun et le Parti socialiste français que l'on retrouve aussi quand François Mitterrand, en 1984, à Vienne, la ville de Louis Mermaz, est le premier président de la République à évoquer le génocide de 1915. Quand Charles Hernu, je ne peux oublier Charles Hernu parce que j'étais présent ce jour-là, en 1990, à Villeurbanne, s'effondre et meurt à la tribune d'un meeting de soutien aux Arméniens du Karabakh. Quand ici même à Marseille, le maire socialiste Gaston Defferre est le premier maire à inaugurer une stèle à la mémoire des victimes du génocide des Arméniens, malgré les menaces de la Turquie. Une solidarité indéfectible quand les députés socialistes, avec à leur tête Didier Migaud, René Rouquet, Jean-Paul Brecht, Jean-Marc Ayrault, Jean-Marc Germain, Henri Gibraël et d'autres, avec le soutien du Premier ministre Lionel Jospin et du Premier secrétaire François Hollande, passent en force en 1998 dans un gouvernement de cohabitation le texte de loi de reconnaissance du génocide arménien attendu depuis 1965.
Un texte relayé ensuite par les sénateurs et sénatrices socialistes. Un soutien sans faille quand le président François Hollande est le seul chef d'État européen à se rendre en Arménie pour le centenaire du génocide des Arméniens et dont le gouvernement emportera la loi de lutte contre la négation des génocides. Quand les parlementaires socialistes, députés et sénateurs, sous l'impulsion de Patrick Kanner, que je salue ici, David Assouline, Gilbert Luc Devinaz, Marie-Arlette Carlotti, que je salue également, Isabelle Santiago à l'Assemblée nationale, du premier secrétaire Olivier Faure à l'Assemblée nationale, votent en 2020 la résolution de reconnaissance de l'Artsakh. Olivier Faure, le premier secrétaire, qui se rend dès le lendemain de la guerre des 44 jours sur place, avec toi Jean-Marc Germain, pour apporter sa solidarité au peuple arménien, et au nom de la FRA Tashnak Soutoun, je les en remercie. Je pense aussi à tous ces élus socialistes qui, de Marseille avec vous, cher Benoît Payan, à Paris avec Anne Hidalgo, de la capitale de la diaspora arménienne, Alfortville, cher Luc Carvounas, dans leur territoire, au sein de leur collectivité, dans les institutions nationales et européennes, ont accompagné des projets et œuvré au quotidien pour maintenir ce lien fort avec la diaspora arménienne et qui continuent avec l'Arménie et l'Artsakh, qui se défendent aussi avec acharnement les valeurs de justice et d'égalité que nous portons tous. Au moment où les socialistes entament leur débat de leur 80e congrès, l'Arménie est en grand péril. L'Artsakh est en danger de mort. En tant que socialiste, en tant qu'humaniste, en tant qu'internationaliste, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas laisser ce combat à la droite. Il en va des valeurs de la gauche, dans la défense des peuples opprimés, dans le soutien au droit à l'autodétermination des peuples. Le combat qui se déroule en Arménie n'est pas un combat de civilisation, comme voudrait le faire croire la droite et l'extrême droite, en mettant en avant la croix plutôt que les droits de l'homme. Il s'agit du combat des démocrates et des progressistes contre les dictatures, pour la dignité humaine. Et ce combat, il vaut autant pour les Arméniens que pour les Ukrainiens, que pour les Kurdes, les Afghans, les Birmans ou tous les peuples en voie à l'oppression. Dans ce combat, les socialistes ne peuvent rester silencieux ou se ranger prudemment derrière la diplomatie policée et faite de compromissions du Quai d'Orsay. Non, on ne discute pas avec les dictateurs, ni avec Aliyev, ni avec Erdogan, ni avec Poutine ou les talibans afghans, pas plus qu'avec Bolsonaro ou la junte birmane. On ne discute pas avec eux, on se dresse face à eux et on les combat pour l'humanité. C'est pourquoi nous appelons de tous nos vœux l'adoption par ce congrès d'une motion de soutien à tous les peuples opprimés, y compris aux Arméniens d'Artsakh. Je vous remercie de ce temps de parole et je suis heureux d'inviter Olivier Faure et la nouvelle direction du Parti socialiste français, les parlementaires socialistes, à se rendre en Arménie et pourquoi pas même jusqu'en Artsakh. Merci mes camarades. Bonjour mes camarades. À l'heure où quelques fumées blanches commencent à sortir de nos réunions de textes d'orientation, où Marseille se dessine, je croise encore un peu les doigts, comme le congrès de l'unité retrouvée, je voulais vous dire ici pourquoi, pour nos amis partout dans le monde, c'est extrêmement important. D'abord, comme l'a dit Harout, vous pouvez être fiers que votre parti ait été présent, tu l'as rappelé, auprès de nos amis qui se battent pour les libertés. Effectivement, avec Olivier, alors que des échanges de coups de feu avaient lieu au Haut-Karabakh, nous nous sommes rendus sur place. Nous avons même une camarade que je salue ici qui s'appelle Anouche Toranian, qui nous a fait passer sur une route qui était fermée par les soldats russes parce qu'elle était réservée aux Azéris pendant la moitié de la journée, parce que nous avions promis à une famille que nous serions auprès d'elle. Cette famille avait perdu un fils sur le front, massacré, comme tu l'as rappelé,
par des tirs de drone et que nous avons promis à cette famille-là d'aider à retrouver le corps de son enfant et surtout d'être là dans la douleur. Nous nous sommes rendus aussi avec Olivier et la délégation au cimetière d'Erevan, où un champ avait été ouvert en urgence pour enterrer 4000 enfants, ou jeunes hommes plutôt, nés en 2000 et en 2001, c'est-à-dire près de 5% de la génération des 2000 et 2001. Voilà pourquoi c'est important que nous soyons un parti internationaliste. Parce que quand les maires, quand les élus, quand les dirigeants de nos partis, de nos assemblées s'expriment, j'en ai encore fait l'expérience récemment à propos de l'assassinat de cette ancienne combattante j'essaie de raccrocher mon téléphone. Combattante du Kurdistan de Syrie a été assassinée à Paris et que nous apportons des messages de soutien. Il faut que vous sachiez que tous les combattants, toutes les combattantes qui sont sur le terrain reçoivent nos messages et sont un message de soutien. Alors bien sûr, notre combat pour la liberté n'est pas celui de ces femmes et de ces hommes qui se battent sur les terrains, et nous leur avons rendu hommage, mais ne négligeons pas leur importance, parce qu'au fond, dans le monde entier, le Parti socialiste français est un élément très important. Parce que c'est le parti de Jaurès, qui est un des fondateurs du socialisme, non seulement français, mais international. Parce que la France, c'est la France, bien sûr. Nous nous battons nationalement parce que nous considérons qu'il y a des dégradations fortes, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, et que nous sommes critiques sur notre pays. Mais pour beaucoup de pays, partout dans le monde, c'est une référence, c'est un phare. Et d'être le Parti socialiste de la France, pour toutes les femmes et les hommes de gauche, c'est extrêmement important. Donc, que la flamme du Parti socialiste ne s'éteigne pas est un devoir que nous avons tous, et j'ai bon espoir que non seulement nous n'allons pas nous éteindre, mais nous allons renaître et être plus forts. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que l'unité de la famille de gauche, des socialistes, des sociodémocrates et de l'ensemble des partis qui se reconnaissent dans cette famille-là, je pense notamment au Parti des travailleurs brésiliens, sans accepter ces étiquettes-là, doit aussi se rassembler. Parce que les combats que nous devons mener sont devenus de plus en plus mondiaux. Ce qui se passe dans l'assiette, ce qui se passe quand on allume son gaz ou son électricité ne se règle plus au plan national, mais au plan international. Et donc nous avons besoin d'une force politique, non seulement européenne. On a eu un débat sur l'Europe et sur l'importance de notre Parti socialiste européen, mais nous avons besoin de retrouver cette force qui est tellement absente et qui est celle de l'Internal socialiste, à laquelle notre parti a contribué puisque nous en sommes membres fondateurs. Et cette famille, comme souvent chez les socialistes, malheureusement trop souvent, elle s'est divisée en 2010, au moment des printemps arabes, parce que nous ne nous sommes pas mis d'accord sur la façon dont on devait mettre au-dessus de tout nos respects des règles et des règles démocratiques, et notamment l'exclusion des partis qui soutenaient des dictateurs en place. Est née de cette division et de cette dispute au sein de l'Internationale socialiste une scission avec la création d'une alliance des progressistes à l'initiative de nos amis allemands. Et je salue Conny Reuter, qui est le coordonnateur de cette organisation dans laquelle nous sommes membres, et vous pouvez l'applaudir. Conny Reuter, qui est une longue expérience politique dans le domaine du syndicalisme, dans le domaine associatif, a pris cette responsabilité parce qu'il croit, comme nous tous, que notre devoir, c'est de nous battre pour les peuples
et que nos divisions peuvent toujours être surmontées. Et il a mené un travail extraordinaire à la tête de cette organisation pour que non seulement les socialistes qui avaient quitté l'Internationale socialiste retrouvent une maison, mais aussi pour nouer avec des liens avec tous les progressistes du monde entier. C'est une réussite exceptionnelle, et pour participer aux réunions de direction qu'il anime au nom de notre parti, il s'est construit quelque chose de fort et d'utile pour l'avenir. Mais l'élément majeur, et je vais conclure là-dessus avant de leur passer la parole, c'est que l'Internationale socialiste renaisse. Et pour ça, il fallait un homme qui est un dirigeant exceptionnel, que nous admirons tous, qui est un ami personnel, qui est le Premier ministre de l'Espagne et qui fait honneur au socialisme. Et je vous demande de l'applaudir. Cet homme a accepté la responsabilité de prendre en charge cette internationale socialiste. Nous avons ici Benedicta Lassi, qui est ghanéenne, qui est une dirigeante politique, qui pour la première fois, une femme d'abord et une femme africaine, occupe les premiers postes dans une organisation internationale de notre famille politique, qui malgré son âge plus jeune que le mien a déjà une longue expérience politique, puisqu'elle exerce des fonctions éminentes dans son propre parti politique au Ghana, mais en plus a été vice-présidente de l'Association internationale des jeunes socialistes. Donc on peut vraiment l'applaudir, on peut la remercier d'avoir accepté ses responsabilités. Et je vais conclure là-dessus, mais elle va nous le dire, elle va avoir la charge, puisque Pedro Sanchez a fait ce discours-là. Il a parlé de, je ne vais pas le dire en espagnol parce que je vais écorcher les mots, mais de créer une grande maison commune de la famille de toutes les femmes et des hommes de gauche au niveau international. C'est l'objectif et c'est le mandat qu'il s'est donné, qu'il a fait adopter à ce congrès et que Benedicta va essayer de remplir à ses côtés. Mon dernier mot sera pour dire à nos deux amis qui sont ici autour de nous, qui vont donc travailler, qui ont déjà commencé à travailler, tu nous le diras peut-être, Connie, formez le vœu que vous réussissiez dans la discussion, Connie avec Pedro, Benedicta autour de vous, à réunir notre famille, parce que je crois que nous le devons à ces hommes et ces femmes dont nous avons salué la mémoire. Et je conclus en vous demandant, pour tous ces combattants qui ont perdu la vie, de vous lever et de faire une minute de silence. Ensuite, nous aurons l'intervention de Connie puis de Benedicta. Merci à tous. Et donc, Connie Reuter, coordinateur de l'Alliance mondiale des progressistes. Il va parler en français. Ensuite, Benedicta va parler en anglais. Donc, si vous avez besoin de traduction, c'est le canal 2. Connie, the floor is yours. Merci Jean-Marc. Ben, bien évidemment, c'est un plaisir de venir ici. Et bon, je parle français, oui, un Allemand civilisé. Parce que à l'époque, quand moi j'ai commencé à apprendre le français, évidemment, la coopération franco-allemande battait son fort. Aujourd'hui, on voit la désaffectation pour l'allemand en France, pour le français en Allemagne aussi, c'est un désastre. Et on voit le désastre politique aussi au niveau gouvernemental, parce que les malentendus qui existent aujourd'hui, je ne suis pas macroniste, hein, mais entre le gouvernement français et le gouvernement allemand, surtout, ce n'est pas une question de grande géopolitique, c'est qu'il manque là-dedans des gens qui soient capables de converser, de s'échanger et de comprendre l'autre. On appelle ça l'apprentissage interculturel, à se mettre dans la position de l'autre pour la comprendre. Parce que la méfiance et aussi le mépris à l'égard de l'autre ne va pas nous servir. On a besoin, en Europe et dans le monde, d'une coopération franco-allemande très forte. Mais cette coopération franco-allemande doit être une coopération des progressistes. Pour ça aussi, je me permets de le dire à mon propre parti, le SPD, on a intérêt à renforcer les alliances et la coopération avec le PS français. Katharina Barley, ma camarade, elle était là hier. Moi, je suis venu de Berlin en train en plus, 12 heures de train, mais bon.
On m'a dit que c'était plus écologique, mais bon, le temps compte aussi. Mais bon, je ne suis pas venu ici pour parler. Mais en plus, bon signe, coopération franco-allemande, il y a un train qui relie Francfort et Marseille. C'est une coopération entre la Deutsche Bahn et la SNCF. On se souvient du slogan de la SNCF à l'époque, « Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous ». Les plus anciens. Et en effet, ça peut être aussi, dans un certain sens, le leitmotiv pour nous tous, quand on revient à la situation aujourd'hui. Bien évidemment, il faut de la dignité. Et le moment de silence que nous venons de vivre, c'est un moment de dignité. Parce que chaque fois que nous parlons division, scission, et bon, j'ai assisté à des réunions des différents TO, je ne savais pas ce que c'était les TO, mais bon, je dirais que entre l'international socialiste et les membres qui sont dans les deux, dans l'Alliance et l'international, c'est pas la même ambiance. Hein, c'est quand même c'est moins tendu. Et je crois qu'effectivement, c'est votre travail à faire, un travail d'unité et d'union. C'est une responsabilité historique parce qu'il faut finir en France avec des élections Le Pen contre quelqu'un d'autre pour lequel on vote parce qu'on ne veut pas de Le Pen. Et bien évidemment, nous avons une responsabilité historique. Nous avons la responsabilité de renforcer la famille socialiste, social-démocrate, internationale et progressiste. Bien évidemment, Jean-Marc l'a dit, il y avait un moment de scission. Moi, je n'aime pas le mot de scission. Il y avait la nécessité de former un groupe au niveau de coopération internationale qui soit crédible. Parce que l'État, l'ancien de l'international, manquait de crédibilité. Il y avait des problèmes avec les anciens dictateurs, il y avait des problèmes avec des partis corrompus et d'autres. C'est pour ça que l'idée, c'était de créer une plateforme de coopération. Et cette plateforme de coopération ne s'appelait pas internationale progressiste, et il y avait des raisons pour ça, s'appelait l'Alliance progressiste. Parce que, et c'est comme ça que j'ai entendu mon mandat quand je l'ai pris en 2020, il faut une plateforme de coopération internationale. Parce qu'aujourd'hui, réduire la famille progressiste uniquement aux partis qui ont l'étiquette socialiste ou social-démocrate n'est pas suffisant. Quittons l'Europe, regardons un peu sur les autres continents. Un de mes continents préférés, c'est l'Amérique latine. Voyons ce qui s'est passé. Oui, bien évidemment, on se vante toujours de la victoire de Lula. Lula, dans ses positions avec la Russie et d'autres, il faut débattre. Mais effectivement, il a gagné les élections de justesse et il est dans une situation très très difficile, comme nous avons pu observer 2 semaines avant. Mais nous avons des développements très importants, par exemple en Colombie. Gustavo Petro a gagné les élections. Vous croyez que Gustavo Petro va intégrer une internationale socialiste? Jamais. Boric, au Chili, a gagné les élections. Il est progressiste. Les camarades de Révolution démocratique et de Convergencia sociale avec lesquels je discute régulièrement, quand je suis au Chili, qui sont très intéressés par l'Alliance progressiste, bien évidemment, ils sont prêts à travailler avec la famille social-démocrate et socialiste, mais pas sous leur étiquette. C'est pour ça, mon plaidoyer, c'est de dire oui, il faudrait qu'à l'avenir, qu'on renforce l'international socialiste. Il y a un travail à faire, et le travail que doit faire notre camarade, c'est un travail de titan. Parce que pendant trop longtemps, il n'y a pas eu de réforme. Pendant trop longtemps, on a accepté des partis qui ne devaient pas avoir leur place dans la famille socialiste et social-démocrate pour des raisons de corruption et autres. Ça, c'est un travail que Pedro Sánchez a pris en tête. Il a pris le taureau par les cornes. Et nous avons la conviction qu'effectivement, maintenant, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre. Mais il faudrait qu'on travaille non seulement sur des questions d'organisation, il faudra qu'on travaille sur des questions de contenu. Et qu'on soit la détermination qu'on vit dans cette salle sur l'internationalisme, ben, il faut le mettre dans le parti, dans tous les partis, parce que ce qui s'est passé avec la pandémie, c'est qu'on s'est retranché beaucoup trop sur des questions de lutte contre la pandémie à justice, mais on s'est trop recentré sur des questions nationales. Aujourd'hui, l'internationalisme est en perte de vitesse, camarades. Il est en perte de vitesse. Regardez dans cette salle, regardez après. Pour d'autres réunions, combien de personnes il y aura? Je suis content que vous soyez là, mais prenez la parole, l'engagement, le courage et la dynamique hors de cette salle pour dire le Parti socialiste français, comme les autres partis, c'est avant tout des partis internationalistes. L'internationalisme doit s'exprimer dans la solidarité internationale, que ce soit avec l'Arménie, l'Iran, que ce soit avec la Biélorussie, la Russie, ou que ce soit avec notre camarade Suyen Barahona au Nicaragua, qui est en prison et torturé depuis le mois de juin.
par Ortega, un ancien sandiniste qui se prétendait de gauche, qui est devenu dictateur. On en a vu passer beaucoup de la gauche à la dictature parce qu'ils ont une mauvaise interprétation de ce qui est le pouvoir. Mais il faudrait qu'on discute aussi sur des questions. Il faudrait qu'on discute aussi sur des questions de fond. Nous, à l'Alliance, depuis l'année dernière, on a travaillé sur une grande thématique qui est paix et sécurité. Et c'était avant que soit déclenchée la guerre des Russes en Ukraine. Paix et sécurité, ce n'est pas la question de la paix et de la guerre, c'est la question aussi de la sécurité, de la protection, de la dignité au travail, de la protection sociale. C'est aussi la question des retraites, parce qu'il n'y a pas qu'en France qu'il y a cette idée néolibérale de prolongement de l'âge de travail, de privatiser la gestion de retraite. Aller au Chili, c'était le laboratoire des néolibéraux avec une dictature militaire. C'est là qu'on a commencé avec la privatisation des pensions. Qui sait ça? Qui suit ça? Qui le fait savoir en Europe? Ça existe, on peut l'étudier, toute cette connerie qui sont proposées par les libéraux autour de Macron. On a eu un exemple historique, on peut en parler. Et c'est pour ça que mon appel, c'est qu'effectivement, défendez et développez l'internationalisme dans votre parti, intensifiez la coopération avec les autres partis. François est avec nous, il fait partie du président du Parti socialiste européen. C'est une plateforme importante, mais en dehors de l'Europe, il faut un véritable internationalisme, que ce soit avec les partenaires en Afrique, en Asie, dans le Pacifique, ou que ce soit en Amérique latine. On a besoin de cette force. La droite et l'extrême droite est vraiment bien organisée. Il y a une nouvelle internationale fasciste. Poutine y joue un rôle. Et nous, on ne peut pas historiquement se permettre le luxe de continuer les débats sur l'organisation de la famille et tout ça. Il faudrait qu'on descende, pas dans la rue aussi, mais effectivement qu'on s'unisse et qu'on mette en valeur cette force politique qui sont les progressistes et dont les socialistes et sociaux-démocrates jouent un rôle clé. Et laissez-moi terminer avec ça. Ma vision, c'est aujourd'hui, et c'est dans ce sens-là que je suis prêt et que je vais engager les débats aussi avec les dirigeants de l'Internationale socialiste. Et c'est un moment historique parce que pour la première fois depuis 2013, il y a représentants de l'Alliance et de l'Internationale sur la même tribune. Hein. C'est du jamais vu. Mais laissez-moi finir avec la perspective. La perspective ne peut pas être simplement une fusion. Si nous fusionnons bêtement, nous allons perdre vraiment des forces progressistes dans le monde qui ne vont pas se mettre sous le même toit. Mais il faudrait que ce même toit, l'international, que ce soit le noyau dur, que ce soit le leader qui prenne le leadership, qui l'oriente la famille politique, et autour de ce noyau dur, qu'on ait une plateforme plus large, comme l'Alliance progressiste, qu'on l'appelle Alliance progressiste ou autre, peu importe. Vive l'internationalisme, vive la solidarité internationale. Donc le mariage commence bien puisqu'il y a un des deux futurs mariés qui vient presque de dire son consentement. Et donc je vous propose de passer tout de suite la parole à Benedicta Lassi pour ce moment historique, donc qui est secrétaire générale de l'Internationale socialiste. Benedicta, the floor is yours. Merci beaucoup, chers camarades. Je suis étudiante française, donc je parlais français un peu, so I would speak in English, and I hope that you can join the conversation with the translation. Before I begin my speech, I would like to acknowledge the Socialist Party of France for creating a platform for solidarity for our comrades from Armenia and Iran. I think this is the reason why young people, this is the reason why someone like me from Ghana would leave my job as a lawyer in my country and take on the role of Secretary General of Socialist International, because I believe that our political family holds the key
to a much more peaceful and developed world. On behalf of the Socialist International Presidium, led by Comrade Pedro Sanchez, Prime Minister of Spain, and the entire member parties all over the world, I bring you warm greetings from the Socialist International. Comrades, I want to use this opportunity to thank the leadership of the Socialist Party for their support for my candidacy as Secretary General in the recently held Congress of the Socialist International in Madrid last November. I was pleasantly surprised that I sat back home in Ghana and watched your last conference of the Socialist Party. I think it was late October or early November, when you discussed the issue of Socialist International and the importance of the Socialist Party in our family. And I witnessed the presentation made by Jean-Marc on the issue, and also noted the support of the Socialist Party for the Socialist International. And on this note, I would like to thank Comrade Olivier Faure, Jean-Marc, Francois Comet-Daline, our Comrade Cecilia, and all members of the party who have supported and cooperated with the Socialist International for the past years. As an organization, the Socialist International is the largest political organization in the world, bringing together socialist, social democratic, and labor parties from almost 150 countries. Our mission is to work with political parties across the world, developing more inclusive and progressive policies for governance. And it is in this light that I deemed it critical to join the Socialist Party over the past few days as you held your Congress. Comrades, we have a war in Ukraine with significant implications on security in Europe, the cost of living crisis and economic inequalities affecting millions of people in the world. We are witnessing the upsurge of right-wing populism at national levels at various European countries, which is posing an existential crisis for the European project. All these reinforces one thing, that our political family must rise to the occasion and offer hope to our people. We must prove to our people that indeed we are committed to our common values of equality, a safer world, and a shared economic prosperity. But important to achieving this, we need to recognize our reality today. We must recognize the hard truth that we cannot win elections with a fragmented front or political family. We must unite in our cause to end the fascist movement. Whether in France, in Europe, or anywhere else in the world. Voter apathy is leading to low turnout in elections. And we must be honest with ourselves and take the bull by the horn. We must strategize and unite progressive forces in the country to defend and defeat the imminent threat of the far-right leadership in France. Interestingly, last year, I read headlines about the French elections, and it went something like this. Why are the French fed up? What if you organize elections in France and no one turned up? These are the issues we face. There's a lot of voter apathy
and we must begin to ask ourselves the critical question of how did we get here? How did electorates lose confidence in our political activity? As social democratic parties committed to the well-being of the greater masses of people, we owe it a responsibility to ourselves as political parties, but a responsibility to the people we seek to lead, to offer some hope and show our commitment, not just through words, but through our actions and through the strategies and policies that we put up before elections. In a period where citizens, particularly young people, have become apathetic to politics, we as progressives must rethink our political parties' youth engagement strategies. And I'm particularly excited that as a young person who has been involved in the activism for the last couple of years, I have this opportunity to not just address young people, but address the leadership of our political parties in the main course of our work. Are young people involved in the decision-making of our political parties? Are they involved in the political processes and debates, or have we relegated them to the background? These are the questions we need to find answers to. Who leads the party is important, but equally important is what the party does to re-engage the people of France and develop an effective electoral strategy. This is doable, but it requires the commitment of the party members and leadership at all levels to deliver. Comrades, with the resurgence of populism, with the corruption of democracy, where the media is being used as an effective tool to spread narratives that promote the agenda of populist movement, we must not give the media the opportunity to cause further disaffection in our support base. I have listened to the deliberation since yesterday and the concerns raised about recent happenings in the party. But colleagues, we must recognize that sometimes the lowest and darkest moments in our political processes are the moments we must pay attention to and embrace with courage, because they humble us and force us to go beyond our limits, not only to hope, but to be creative in finding innovative solutions to drive the renewal of our movement's need. There must be a renewal in our multilateral commitments, and we must accept that cooperation is the only chance for a better future. It is the better future for France, a better future for Europe, a better future for the world. As the largest political organization of socialist and social democratic parties in the world, Socialist International is keenly following the developments of the Socialist Party of France. And we are here to assure you of our continued commitment to working with the leadership of the party to ensure that this renewal of our work for democracy and humanity is achieved. Indeed, one of the key questions that engage the minds of many Europeans as they ask critical questions before elections is the issue of immigration. The concern has been that once you open your doors for migrants, they come in and take the jobs of the indigents. But what we are failing to engage our minds on is the real issues we are faced with as a political family.
with new technological innovations, the threat to the economic situation in our various countries is not the migrants, but it's the innovations that are threatening employment and the number of jobs that can be created. The machines and the artificial intelligence that is threatening the future of work. That is what our political faction must be focused on, because that is the real threat. In 20 years, in 15 years, in 10 years to come, it would not be the migrants taking those jobs. It would be the machines. And what is our answer to that question? These are the many issues we need to focus our attention on. And that is why I would like to end my speech by calling on all party members that as we are about to conclude this Congress, we must leave united. We must leave this Congress knowing that we have a greater responsibility towards the people of France. Yes, our party needs to unite in its leadership, but we must unite with other progressive forces to fight the far-right movement in this country. On this note, I would like to thank my colleagues for inviting us to be part of this Congress. And I want to give you my word that at the next party Congress of the Socialist Party of France, I would come here addressing you in French and not in English. Thank you very much. Thank you. Merci, mille merci, Benedicta. Thank you very much. C'est très important ce que Benedicta vient de nous dire. Au fond, j'ai retrouvé le terme de Pedro Sanchez, donc c'est la Casa Grande del Progresismo Mondial. Vous voyez l'ambition qui est la nôtre. Vous aurez compris ce que veut faire Pedro. C'est un parti socialiste au sens plein du terme qui va se battre pour les libertés, pour définir des lignes communes, pour l'immigration aussi, et tu nous as rappelé à l'instant la difficulté, pour la planète, pour l'égalité des droits, pour les travailleurs, qui va le faire sur le plan idéologique avec nous tous autour de Pedro. Et on a obtenu de hautes luttes au Congrès de Madrid que le Parti socialiste revienne au Présidium. Et je voudrais remercier Benedicta d'y avoir contribué, mais aussi Anna Jaloul, qui est la secrétaire nationale à l'international du PSOE et qui a dû, pour faire la place à notre premier secrétaire, écarté, mais on lui a trouvé un autre moyen d'être dans la gouvernance, un éminent dirigeant du socialisme européen dont je tairai le nom ici. Et non donc un combat idéologique, une définition de ligne idéologique, une voix forte qui sera celle, ça fait longtemps que ça ne nous était pas arrivé, d'un Premier ministre en exercice qui va s'exprimer au nom de tous les socialistes au niveau mondial, mais aussi parce que Pedro est un homme d'efficacité, une action de terrain. Benedicta l'a rappelé, il y aura des activistes de l'Internationale socialiste, il y aura une fondation de l'Internationale socialiste qui va essayer aussi d'être un lieu de réflexion qui dépasse les cercles partisans. Donc voilà, très bonne nouvelle, heureux qu'on ait permis ici à Marseille que vous soyez ensemble et très confiant dans l'aboutissement proche des résultats. Je voudrais juste terminer par des remerciements. D'abord pour Dylan et Cécilia qui ont organisé cette séquence. Pour Dylan aussi, il est très modeste mais qui fait un travail formidable puisqu'il anime notre cercle de tous les socialistes qui veulent réfléchir ensemble sur les questions internationales. De remercier bien sûr tous les camarades de la Fédération des Français de l'étranger qui sont les premiers participants de cela.
Je voudrais aussi remercier, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, nos élus, nos parlementaires qui, j'ose pas passer tous les courages sur le même plan, mais qui quand même prennent des décisions courageuses. Ça ne vous a pas échappé que Anne Hidalgo a été bannie par le gouvernement iranien parce qu'elle défend haut et fort, y compris en affichant le symbole de la France aux couleurs de l'Iran et du combat Femmes, Vie, Liberté, et qu'à ce titre-là, elle est menacée, mais ça vaut aussi pour des parlementaires. Par exemple, moi je suis persona non grata avec d'autres députés en Azerbaïdjan, et donc menacée aussi par des gouvernements qui, comme l'a rappelé notre ami Harout, ont aussi des services étrangers sur le sol français, et l'assassinat d'une combattante kurde à Paris en témoigne. Donc moi je voudrais saluer le courage de ces élus qui baissent jamais les bras et qui ne cèdent jamais aux menaces et aux intimidations. Et puis je voudrais aussi vous dire, et c'est mon dernier mot avant de repasser la parole à Luc qui va reprendre l'animation, que ce que nous avons voulu faire avec Dylan, avec les camarades du secrétariat international, moi je l'étais aussi au congrès précédent, avec aussi les permanents du Parti socialiste que je tiens à saluer, tout particulièrement Sébastien Gricourt et Pierre Canuti. Il faut savoir, peut-être que ça ne se sait pas trop, mais que chaque fois qu'il y avait un endroit où il fallait que les socialistes soient dans le monde, nous y étions. Nous étions au Kurdistan irakien, pardon, je suis un peu fatigué par une longue nuit que vous pouvez imaginer, mais à 10 km de Mossoul, quand le Kurdistan irakien a failli basculer sous le contrôle de Daesh, nous étions avec les Peshmerga. Et il faut savoir qu'à travers nous, vous étiez là. Donc moi, je veux aussi, moi j'y vais avec mes responsabilités d'élu, mais il faut savoir que les permanents du Parti socialiste, au péril parfois de leur vie, étaient là. Je voudrais aussi penser, parce que nous étions avec Sébastien, notamment chez une camarade, c'est ça aussi la beauté de la famille socialiste internationale, c'est comme notre famille française, partout où on va, dans tous les territoires, on a des femmes et des hommes qui sont des camarades, et que la camaraderie, ça va aussi de s'accueillir et parfois de partager la même maison. Nous étions avec Sébastien Gricourt chez une camarade d'Haïti qui s'appelle Edmond Bozil. On avait d'ailleurs prévu une vidéo pour qu'elle puisse s'exprimer devant vous. Avec elle, on était allé dans les bidonvilles. C'est une femme qui essaye de trouver une voie de réconciliation nationale pour son pays, et elle en a payé le prix très fort, puisque sa vie a été menacée, sa maison a été incendiée. Et donc, je vous dis tout ça pour vous dire que les prochains, en tout cas c'est le vœu que je forme, responsables du secteur international, auront à cœur d'être partout où il faut être physiquement, intellectuellement, dans le combat, parce que cette présence et cette famille internationale, c'est bien sûr par les idées qu'elle existe, mais c'est aussi par cette camaraderie internationale. Et cette camaraderie, elle se manifeste par le fait d'être là, physiquement, là où les femmes et les hommes se battent pour nos valeurs, pour les libertés. Merci à tous pour cette table ronde. Merci à nos invités. Je vous demande de les applaudir très chaleureusement. Merci aux délégations internationales qui sont dans la salle. Merci à celles aussi qui nous regardent et qui, pour des raisons financières, n'ont pas pu venir, mais l'auraient souhaité. Et puis, je vous souhaite bonne poursuite du congrès avec, je crois, de très bonnes nouvelles qui nous arrivent. Merci à tous.